Bonsoir à tous. Le diplomate Club des Nations, c'est aussi l'actualité internationale qui est bien sûr dominée par Israël avec la nomination du nouveau gouvernement et la crise israélo-palestinienne. Donc pour en parler, nous recevons ce soir l'ambassadeur Guy Nestor Itoa. Avec lui, nous allons longuement débattre de ce sujet très intéressant. Souvenez-vous, nous avons déjà parlé de ce sujet, bien sûr avec toujours l'ambassadeur Guy Nestor Itoa. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, monsieur Bourangon, et merci beaucoup de m'inviter de nouveau à votre plateau. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission, Le Diplomate, Club des Nations. Monsieur l'ambassadeur, après 12 ans de règne, finalement, Benyamin Netanyahou a été écarté du pouvoir après le vote de confiance du Parlement israélien, bien sûr. Comment nous sommes arrivés à ce résultat, à ce départ? Merci beaucoup. Ce résultat n'est que le fait des tractations politiques qui ont fait que Netanyahou lui-même n'ait pas pu composer une coalition et que le président ait mandaté un autre acteur politique, donc Yair Lapid de Yesh Atid, de former une coalition gouvernementale. Le fait qui est le plus saillant dans ce qui se déroule présentement dans l'aéropage politique en Israël, oui, il y a l'éviction de Netanyahou qui a passé 12 ans au gouvernement, aux affaires comme Premier ministre, mais il y a aussi le fait qu'il y a une migration des coalitions gouvernementales traditionnelles depuis 48, c'est-à-dire que depuis 48, je fais allusion à la création de l'État d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Donc on avait des partis classiques traditionnels qui menaient des coalitions gouvernementales. Il y avait le parti travailliste et évidemment il y avait aussi le Likoud. Et celui qui était chargé de composer cette coalition, Yair Lapid, c'est un centriste. Et il a fait appel à Bennett, Neftali, qui est aujourd'hui le Premier ministre, qui a commencé ses classes politiques dans le Likoud. Il est resté deux ans dans le Likoud avec Netanyahou. Donc, pour donner plus de chance à leur coalition, Lapid a proposé à Bennett, Naftali, de tenir le gouvernement comme Premier ministre. Il le sait parce que si lui, ils ont signé un accord de gouvernement, hein, les deux, Lapid et Bennett. Donc, de 2021 à 2023, c'est Bennett qui tient le gouvernement. Et à partir de 2023, ça sera Lapid. Donc, c'est un enjeu très très délicat. C'est pour ne pas tout de suite fragiliser l'équilibre de la coalition. Et vous allez aussi remarquer qu'ils ont un gouvernement de 28 membres. C'est très rare en Israël, c'est un des gouvernements les plus pléthoriques de l'histoire politique d'Israël. Mais le plus important, c'est de voir que cette coalition, cette nouvelle coalition gouvernementale, sa structure, sa composition, n'a plus rien à voir avec les coalitions classiques. Avant d'arriver au défi dans la composition même de cette coalition, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui l'avenir de Benyamin Netanyahou? Puisque, on le sait bien, il a perdu, que ce soit le poste de Premier ministre, il a perdu aussi ce qu'il visait, on va en parler, le poste de président qui est une fonction honorifique en Israël. Quel est l'avenir aujourd'hui de l'ancien Premier ministre israélien? Merci beaucoup. En parlant de l'avenir politique de Netanyahou, vous avez évoqué évidemment le poste de président qu'il a perdu. Évidemment, la Knesset a élu un nouveau président qui succède à Rivlin, qui est Herzog.
dont le papa a aussi été président d'Israël de 1983, je crois, 1983 à 1993. Donc le papa qui était un travailliste et lui-même aussi a été travailliste. Il est resté longtemps dans l'arène politique. C'est quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois. Et tout ça, c'est un peu la particularité de la politique en Israël. Voilà quelqu'un qui relève d'un parti très minoritaire aujourd'hui et qui réussit à se faire élire président de l'État d'Israël. Maintenant, quant à l'avenir politique de Netanyahou, je pense que lui n'a pas encore dit son dernier mot. Et d'ailleurs, il a dit, en bon connaisseur de la politique en Israël, et au regard de la composition de la coalition gouvernementale actuelle, il a dit qu'il revient vite. Benjamin Netanyahou a battu campagne sur un thème qui est un thème d'actualité, c'était la vaccination en Israël. C'est une opération très réussie, je pense. Ils ont atteint un taux de vaccination aujourd'hui de 55%. Mais le peuple en Israël est très exigeant, surtout les populations paysannes. Et les populations paysannes, c'est eux qui tiennent l'économie du pays, vous savez, avec l'organisation des moshav, des kibbutz. Ces gens-là ne vivent pas en ville, ils sont dans l'arrière-pays et ils sont très exigeants, donc il faut les écouter. Sinon, au niveau de la vie, que ce soit dans les grandes villes, Tel Aviv, Jérusalem, la vie a repris. Mais ceux de la population rurale pensent qu'il faut encore faire plus. Donc ça, c'est un point où Netanyahou a eu des limites. Il a voulu aussi évoquer dans sa campagne l'Iran, un sujet très délicat aujourd'hui, parce que ce sont des sujets, des questions politiques que Israël ne mène pas seul. Et souvent, quand on parle de ces sujets, il y a l'ombre des États-Unis. Hier, Netanyahou avait à plus de 95% le soutien de l'administration Trump dans sa dynamique contre l'Iran. Or, aujourd'hui, avec l'administration Biden, les choses ont significativement changé. L'administration Biden ne veut pas suivre aveuglément Netanyahou dans sa politique contre l'Iran. Je crois qu'ils veulent plus opter pour la négociation. Donc, ils veulent revisiter tout ce qui avait été fait avec la précédente administration. Alors, Excellence, pour revenir sur le sujet d'actualité qui est la nomination du nouveau gouvernement, on sait bien que cette coalition est composée des partis de gauche, du centre, de droite et même les partis arabes. Alors, quels sont les défis de cette coalition qui paraît déjà, dès le départ, fragilisée par les principes idéologiques? Cette coalition est un attelage politique tout nouveau, voilà, qui n'a pour socle que l'éviction de Netanyahou. Ces partis-là, pour la plupart, n'ont rien en commun. Hein. Que ce soit Bennett qui vient de la droite radicale, que ce soit le petit parti arabe ou les partis du centre, encore moins ceux de gauche. Ils n'ont rien en commun. C'est là où, quand vous évoquez l'avenir de Netanyahou, ils pensent qu'ils vont exploser très vite et lui, il va rebondir sur la scène politique. Parce que c'est difficile pour eux de monter un programme de gouvernement en tant que tel. Oui, il y a des sujets qui vont peut-être développer, des questions sociales, des questions économiques, surtout sociales,
parce que la droite radicale, surtout du côté de l'extrême, ils tiennent beaucoup au social. Pareil pour la gauche et même pour les Arabes, parce que c'est là où les gens essayent, face à la situation économique difficile du moment, ils essayent de garantir le social à travers les programmes de sécurité sociale, l'assurance maladie et autres. Et vous avez une bonne frange de la population comment on les appelle, les juifs orthodoxes, qui ne sont pas trop dans le monde du travail et ils pensent qu'il y a les autres qui doivent travailler et eux ils font la prière pour ceux qui travaillent. Pareil même pour les moments de conflit et autres, eux ils disent que non, les autres vont faire la guerre et nous on prie pour ceux qui font la guerre. Donc généralement, le social compte beaucoup pour eux. Et donc s'il y a des éléments qui peuvent intégrer dans leur programme de gouvernement, il y aura sûrement le social. Mais ils ne pourront jamais s'engager dans un grand projet politique. Par exemple, le processus israélo-palestinien, ils ne pourront pas. Parlons de la crise israélo-palestinienne, monsieur l'ambassadeur. Quelles sont les causes? Parce qu'on sait bien que du mois d'avril au mois de mai, il y a eu des affrontements entre l'armée israélienne et le Hamas. Quelles sont les causes qui ont amené à cet affrontement? Parce qu'on sait bien que c'est depuis 2008 qu'il y a eu ce genre d'affrontement. Merci beaucoup pour cette question. La crise, évidemment, a visé plus Gaza, qui a envoyé des projectiles sur Israël. Et ça, c'est presque une tradition du côté de Gaza, surtout depuis le désengagement sous Ariel Sharon. Cette fois-ci, il y a eu beaucoup de particularités dans cette crise. Sinon, la période de la crise est plus ou moins la même. C'est souvent en mai, chaque fois qu'on arrive à cette date de célébration de l'indépendance pour les Israéliens, de l'autre côté, on commémore la Nakba. Et je crois qu'on avait déjà évoqué cela, ce que c'est que la Nakba. Pour les Palestiniens, c'est la catastrophe. Et très facilement, dans cette période, il y a toujours quelques frictions et parfois des crises d'envergure, comme celle de mai dernier, qui a fait beaucoup de dégâts, surtout du côté de Gaza, avec plus de 200 morts, beaucoup d'infrastructures détruites. Mais il y a eu quand même 12 morts en Israël. Et ça compte. Ouais, 12 morts, c'est beaucoup pour les Israéliens. Et aussi, les projectiles de Gaza n'ont pas seulement échoué dans les terres vagues, mais ça a pu atteindre Tel Aviv. Et pas n'importe où à Tel Aviv. Les projectiles sont tombés dans un grand quartier, Ramat Gan, qui abrite des grands centres commerciaux, industriels. C'est d'ailleurs là, à Ramat Gan, qu'il y a la bourse du diamant d'Israël. Donc ça compte. Et vous allez remarquer que dès que les projectiles ont commencé à échouer sur des points stratégiques de Tel Aviv, la négociation s'est faite assez rapidement pour obtenir le cessez-le-feu. Voilà. Et dans cette négociation, on a vu la réapparition d'un acteur, l'Égypte, qui avait un peu disparu de cette scène. C'est l'Égypte qui a fait ce travail de négociation, de bons offices, et jusqu'à obtenir le cessez-le-feu entre Gaza et Israël. Oui, en parlant de l'Égypte, là, on peut parler déjà de l'attitude des acteurs extérieurs des enjeux. Quel a été le rôle de l'Égypte dans la résolution de la crise entre le Hamas et le gouvernement israélien? L'Égypte a toujours joué un rôle très 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 important dans le conflit israélo-palestinien et aujourd'hui, surtout on va dire le conflit
entre guillemets, entre Israël et Gaza. Parce que l'enclave de Gaza représente quelque chose d'un peu comme à part. Parce que le Hamas, la politique de Hamas, c'est pas la politique du Fatah qui est en Cisjordanie. Voilà. Et c'est assez délicat. Mais le Hamas a un lien territorial direct avec l'Égypte. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a beaucoup de jeunes du Hamas qui ont repris du service. C'est depuis que l'Égypte avait basculé du côté de, on va dire, entre guillemets, les frères musulmans, avec l'arrivée de Morsi au pouvoir, où les prisons avaient été cassées et autres, et tous ceux qui étaient en prison sont sortis et ils ont pu facilement regagner Gaza par des moyens qu'on connaît, détournés, il y a les tunnels et autres, ils ont repris du service. Et ils ne sont pas arrivés bras ballants, parce que certains d'entre eux étaient sur des théâtres, des opérations militaires qui ont succédé au printemps arabe, eux-mêmes le printemps arabe aussi. Maintenant, quand je parle des grands théâtres, on peut évoquer par exemple la Libye ou la Syrie encore aujourd'hui. Pour revenir toujours au rôle important que peut jouer l'Égypte, l'Égypte donc tient le Hamas et l'Égypte aussi entre guillemets tient un peu Israël. Parce que l'Égypte fournit du gaz dans des proportions très très importantes à Israël. Donc c'est un des rares partenaires capables de parler aux deux assez librement. Après avoir parlé du rôle de l'Égypte, on sait déjà que les États-Unis ont un rôle assez particulier dans tous les sujets qui concernent Israël. Avec l'arrivée de Biden, vous l'avez dit en amont, que les choses pourront peut-être être autrement changées. Est-ce qu'on envisage la même politique qu'a menée Donald Trump avec Joe Biden en Israël, bien sûr? L'arrivée de Biden au pouvoir aux États-Unis est à l'origine, en partie, peut-être même en grande partie, à l'origine de l'affaiblissement de Netanyahou. Parce que Biden est arrivé avec une politique qui est à l'opposé de celle de son prédécesseur Trump. Voilà. Et cela a presque fait perdre les pédales à Netanyahou sur le terrain. Maintenant, là où Netanyahou pourra éventuellement se rattraper quand il dit qu'il va vite revenir, je crois qu'il y a un point où le Likoud, depuis des traditions, a toujours essayé de faire semblant de suivre, c'est le processus de paix israélo-palestinien qui est à l'arrêt depuis 2014. Et s'il trouve un moyen de commencer à parler autour de lui pour le réenclencher, il aura l'assistance de l'administration Biden. Parce que c'est déjà, Biden a envoyé des messages clairs pendant et après la crise de Gaza. Et c'est ça qui sera, qui va précipiter, par exemple, la métastase dans sa coalition. Parce que l'administration Biden est claire sur le sujet. D'ailleurs, ils ont promis, ils ont commencé à apporter de l'aide, une aide majeure, comme il l'a qualifié lui-même, Biden. Donc une aide significative pour la reconstruction de Gaza. Peut-être pas pour aider le Hamas, mais pour la reconstruction, la dimension sociale et économique surtout de Gaza. Donc le message est clair. Et ils ont aussi commencé à reprendre langue avec l'autorité palestinienne depuis Ramallah. C'est vrai que là-bas aussi, il y a un sujet, je ne sais pas si on va avoir le temps de l'évoquer. Mahmoud Abbas, aujourd'hui à 86 ans, éprouve déjà
quelques problèmes de santé et autres. Et donc là-bas aussi, l'heure est peut-être à la succession et autres. Et donc, enclencher aujourd'hui le processus de paix israélo-palestinien, on ne sait pas s'il il aura de l'envergure dans le contexte politique actuel au niveau de Ramallah, donc au niveau de l'autorité palestinienne. Sans compter que les relations ne sont pas toujours faciles entre Gaza et Ramallah. Donc tout ça est assez délicat, mais l'administration Biden a déjà donné le temps de la solution à deux États. Mais du côté des pays arabes, quel regard ont-ils du conflit israélo-palestinien? Je crois avoir tantôt évoqué le regain de popularité des Palestiniens dans ces pays-là. Vous avez vu, même au niveau des frontières, au niveau du Liban, vous avez vu comment les gens s'étaient attroupés. Vous avez vu, même dans les pays occidentaux, il y a eu des soutiens au peuple palestinien qui se sont manifestés. Donc, pareil pour les pays qui ont signé les normalisations. Je vous disais que la normalisation, ce n'était pas une décision représentative des peuples de ces pays-là, surtout du côté arabe. C'était quelque chose plus ou moins forcé, parce que beaucoup de ces pays-là aussi sont des pays alliés aux États-Unis. Donc, ils ont suivi Trump. Mais sinon, le peuple s'est manifesté. Le peuple a manifesté son soutien à Gaza, donc au peuple palestinien. Il ne peut pas manifester son soutien à Gaza. Monsieur l'ambassadeur, nous allons déjà vers la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce sujet très intéressant de l'actualité israélienne? Tout va dépendre de la capacité de l'actuelle coalition gouvernementale de résister aux épreuves de la réalité politique en Israël et aussi du côté de l'autorité palestinienne. Le régime politique israélien est un régime parlementaire assez spécial. Le pays n'a pas de constitution écrite officielle. Il fonctionne sur la base des lois fondamentales, comme ils les appellent là-bas, et ces lois fondamentales constituent une espèce de socle constitutionnel. Mais ils n'ont pas de constitution écrite. Donc c'est un régime parlementaire avec une séparation des pouvoirs bien établie. Au Parlement, donc à la Knesset, c'est une chambre unique, il n'y a pas de Sénat. Donc ils sont 120 députés au Parlement. Vous avez vu même là sur dimanche pour le vote, des 120, ils étaient 119 présents dans la salle. Il y a 60 qui ont voté la confiance pour le gouvernement de Bennett et 59 donc, qui sont derrière Netanyahou, qui ont voté contre. Et vous avez vu les échanges. Ça a vraiment ferraillé, c'était très tendu, très dur, avec des mots très très difficiles. Ça aussi, c'est la démocratie israélienne. Et il y a le pouvoir exécutif, évidemment, donc un Premier ministre. Le président qui venait d'être élu, il est là, mais à titre honorifique. Il ne gouverne pas, c'est le Premier ministre qui gouverne. Et le président est élu par la Knesset, donc le Parlement. Voilà. Et les ministres en Israël siègent aussi à la Knesset. En même temps, les députés. Ils sont en même temps députés. Pas tous, mais il y en a qui sont choisis alors qu'ils sont députés et ils n'arrêtent pas de siéger. Ils continuent à siéger. Et généralement, même quand on va pour rencontrer ces ministres qui sont parlementaires, ils préfèrent recevoir à leur bureau de la Knesset que dans leur cabinet. Et ça, c'est assez particulier. Et il y a aussi il y a un troisième pouvoir, évidemment, le pouvoir judiciaire, qui est très fort, avec des
des juges, mais très indépendants. Vous voyez comment Bibi est entre son gouvernement et ses convocations à la justice. Donc le pouvoir judiciaire est très indépendant et très puissant. Ouais. Merci beaucoup. Ainsi donc s'achève cette édition. Nous rappelons que nous avons reçu sur ce plateau l'ambassadeur Guy Nestor Itoa. Avec lui, nous avons donc parlé de l'actualité israélienne. Merci à Armel Tokabeka qui a réalisé cette émission, assisté de Yann Bossati. Merci aussi à Baron Lagnulo qui m'a aidé à préparer cette émission. Je vous dis au revoir et restez branchés sur la chaîne nationale Télé Congo.